Merci de regarder Quotidien. On va recevoir un sénateur pas comme les autres. Chaque fois qu'il prend la parole, on retient ce qu'il dit. Voici Claude Maluret. Bonsoir. Bienvenue. Je vous en prie. Bienvenue. Bonsoir Claude Maluret, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public. Vous êtes sénateur de l'Allier, vous avez été maire de Vichy, vous avez été avocat et vous avez été médecin, ancien président de MSF. Avocat, j'ai mon diplôme, mais c'est déjà pas mal. Moi je l'ai pas. Mais j'ai jamais pratiqué. Ancien directeur de MSF, ancien secrétaire général MSF, Médecins sans frontières, je l'ai pas dit. Ancien secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Avant de parler de votre discours d'hier, une question sur la situation à Gaza. Vous, l'ancien humanitaire, quel est votre regard sur la situation désespérée dont on a parlé juste avant la pub? Sur quelle situation? La situation politique ou la situation humanitaire? Sur la situation humanitaire, elle est désespérée, mais c'est pas comme dans une situation, par exemple, de famine dans un endroit désertique où on ne peut rien faire. Du jour au lendemain, ça peut changer. Si l'aide humanitaire est autorisée, si les camions sont autorisés, on peut arrêter cette tragédie. Je parle de la nourriture, je parle de la famine, je ne parle pas des bombardements. Les bombardements, eux aussi, du jour au lendemain, on peut les arrêter. Donc ce n'est pas une situation humanitaire catastrophique d'une catastrophe naturelle, c'est une situation humanitaire qui est la conséquence d'une situation politique, et celle-là, on devrait l'arrêter du jour au lendemain. Quand vous étiez directeur de MSF, vous avez connu des situations comme ça? Oui, oui. Sur des lieux de guerre comme ça? Dans des situations différentes, pas des situations obligatoirement de guerre, souvent, par exemple, des situations de tremblement de terre qui font des dizaines de milliers de victimes. Le tremblement de terre en Algérie, je ne me rappelle plus le nom de la ville, qui avait fait des dizaines de milliers de morts, des situations humanitaires en Éthiopie lors de la famine, où là, le problème était d'arriver à parvenir sur les hauts plateaux où étaient les dizaines de milliers de personnes qui mouraient de faim. Mais à chaque fois, c'est des situations complètement différentes. Soit des catastrophes naturelles à laquelle on ne peut rien et on essaye de faire face, soit des situations politiques, de guerre, où c'est l'homme qui est responsable. Claude Maluret, vous êtes l'un des derniers grands orateurs du monde politique. Chaque fois que vous prenez la parole au Sénat, je vais rougir. On entend une mouche voler, vous pouvez rougir. Vous lisez des discours très préparés et très écrits, d'une voix posée, un peu comme un conteur. Hier, votre discours a ému tout le Congrès, réuni à Versailles. Ça a duré 6 minutes. C'est difficile d'en tirer des extraits, mais en voici quand même quelques secondes. Je voudrais, si vous me le permettez, vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée. J'avais 25 ans, j'étais coopérant, médecin-chef d'un petit hôpital dans un coin perdu d'un pays du Sud. J'ai vu surgir dans mon bureau une jeune femme, 17, 18 ans peut-être, dont je me rappellerai toujours le visage. J'étais pétrifié. Il s'agitait d'un infanticide, bien sûr, et la loi me commandait de m'exécuter. J'imaginais sa vie au cours des derniers mois, engrossée par un séducteur de barrières, peut-être comme souvent par un parent, découvrant d'abord effrayé son retard de règles, puis voyant son ventre s'arrondir et masquant sa grossesse avec de plus en plus de mal, accouchant seule en se cachant, enterrant maladroitement l'enfant sur place, folle de douleur et de culpabilité, puis rentrant chez elle et lavant ses vêtements dans la terreur d'être découverte. Et puis les chiens, le voisin découvrant le cadavre, les gendarmes et désormais le médecin, moi. L'infirmier-major est entré dans la pièce, s'il s'est approché de la jeune femme, a abaissé son soutien-gorge et pressé son mamelon, d'où a giclé le lait qui confirmait le diagnostic et les soupçons. Au moment de voter mercredi dernier au Sénat, j'ai revu une fois de plus le visage de cette jeune femme dont la vie et celle de son bébé ont été anéanties. Et je le reverrai tout à l'heure lorsque j'irai voter à nouveau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cette histoire, vous ne l'aviez jamais racontée. Pourquoi vous avez décidé de raconter cette histoire? C'est pas le genre d'histoire qu'on raconte. C'est le genre d'histoire, qui sont suffisamment dures pour que, en général, vous ayez plutôt envie de les oublier que de les raconter. Moi, ce visage dont je parle, il me revient de temps en temps, heureusement pas trop souvent, parce que chaque fois qu'il me revient, c'est douloureux. C'est pas le seul, comme je le disais hier, je pense pas que vous l'avez passé dans l'extrait. Si nous avions eu plus de temps, il y vous avez d'autres histoires à raconter, beaucoup d'autres histoires. À Médecins sans frontières, vous imaginez toutes les histoires qu'un médecin peut rencontrer. Donc, pourquoi avoir choisi de la raconter hier, là, à cet endroit-là? Parce que
quand je suis président du groupe, et donc c'était à moi de faire le discours sur l'IVG. Mais pourquoi Et je me suis dit, en préparant le discours sur l'IVG, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? A priori, il fallait que je fasse un discours juridique, en disant, est-ce que l'IVG, elle est dans la loi Veil, etc. Est-ce qu'elle est menacée, est-ce qu'elle n'est pas menacée? Est-ce que juridiquement, la Constitution va la protéger? C'est ce qu'un peu tout le monde a fait. Moi, je me suis dit, tout le monde va dire ça. Donc, la meilleure façon de faire, c'est qu'est-ce que je peux dire de différent? Où est-ce que je peux apporter un autre éclairage au débat? Parce qu'il y a un deuxième sujet. Le premier sujet, c'est la France, c'est la Constitution, c'est la loi Veil. Le deuxième sujet, c'est les 40% de femmes dans le monde qui vivent dans des pays où cette loi n'existe pas, où l'avortement, comme avant 1974 en France, est sévèrement condamné, sévèrement puni, où continuent les avortements clandestins avec toutes les complications, les hémorragies, les septicémies, les morts, qui mènent à des infanticides pour les femmes parce que c'est un déshonneur pour la famille et par conséquent on veut cacher cet enfant, mais à défaut d'avorter, on le tue lorsqu'il... donc tout ceci, la plupart des... peut-être les plus anciens qui ont vécu avec 74 savent que ça se passait en France, voilà. Mais la plupart des députés et des sénateurs aujourd'hui n'ont pas vécu cela. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en définitive, il y avait quand même une certaine polémique. Est-ce qu'il faut la mettre dans la Constitution ou pas? Je me suis dit, le fait que la France soit le premier pays à la mettre dans la Constitution, il va y avoir des débats partout, il va y avoir des polémiques, et il va y avoir peut-être des avancées, et ça va peut-être rapprocher le moment où les femmes dont je parle, ailleurs, elles pourront bénéficier des mêmes libertés que les femmes en France. Vos collègues sénateurs ont mis du temps quand même à y aller, y compris à commencer par le président. Le président, oui, bien sûr. Écoutez, moi je me permets, si vous voulez, de voir les choses d'une façon plus positive. 780 pour... Non, c'est pas ça. Non. Les sénateurs. Je parle des sénateurs, oui. Voilà, on a vu cette. Je sais qu'à Versailles, il n'y avait pas de sénateurs, mais je parle juste du Sénat de votre. Si vous voulez que je vous dise, ils ont eu du mal, oui. Ah, voilà. Bon. Maintenant, je vais vous dire une deuxième chose. C'est quand même au Sénat. Hier, la majorité était énorme, mais au Sénat, la majorité était aussi de 80%. Elle était presque aussi forte. Ce qui veut dire qu'il y avait 20% de gens qui étaient contre. Mais moi, je dois dire, c'est qu'il y a quand même un aspect positif. C'est qu'on n'est pas en Union soviétique. En Union soviétique, vous auriez eu 100%. Pas sur l'avortement, d'ailleurs. On est dans une démocratie. Ils ont failli être ringards, les sénateurs. Ils ont failli, quand même. Mais le fait qu'il y ait 20% de ringards, si vous voulez, ça veut dire aussi qu'on est en démocratie et que le pire, ça aurait été 100%. Qui les a fait changer d'avis? C'est très bien comme ça. Il y a plusieurs choses qui les ont fait changer d'avis. Parce que vous m'auriez posé la question il y a 3-4 ans, il y a quelques années, est-ce qu'il faut mettre ceci dans la Constitution? Je vous aurais dit, j'aurais probablement envoyé la question balader en disant c'est pas menacé. Personne en France ne pense que la loi Veil est menacée. Et puis depuis 4 ans, il y a eu la Cour suprême des États-Unis et les 14 États aux États-Unis qui sont en train de l'interdire. Il y a eu la Pologne, il y a eu la Hongrie, il y a eu l'Italie. Et vous vous dites en France, c'est pas menacé. Et je pense que c'est pas menacé aujourd'hui, mais dans quelques années. Qui peut dire qu'il ne se passera pas la même chose qu'en Pologne, qu'en Hongrie, qu'en Italie? Et par conséquent, l'idée qui n'était pas la mienne de mettre dans la Constitution pour protéger, parce que je pensais qu'il n'y en avait pas besoin, aujourd'hui, elle devient plausible. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, mais on peut se dire qu'il y a un certain nombre de risques que cette liberté soit remise en question et que par conséquent la plus grande protection qu'on puisse lui donner c'est la Constitution. Donc même si c'est pas comme disait le président du Sénat, même si il ne faut pas transformer la Constitution en un catalogue de droits sociaux et sociétaux, ben pour celui-là il faut peut-être faire une exception. On peut parler de l'art oratoire. Vous parlez de ce que vous voulez. Alors avec vous à la tribune du Sénat, tout le monde en prend pour son grade. Napoléon disait, en politique, une absurdité n'est pas un obstacle. Nous le constatons tous les jours. François Hollande. François Hollande a mené avec constance une politique qui ressemble à celle d'une enseigne que j'ai vue l'autre jour sur la route. Restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise. La réforme des retraites. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Bismarck disait... Les lois, c'est comme les saucisses, il vaut mieux ne pas savoir comment elles sont préparées. Marine Le Pen. À ma droite, l'héritière du château de Montretout, que ça n'empêche pas de parler au nom du peuple,
à une stratégie plus intelligente, donc plus dangereuse. Oubliez le père Le Pen qui n'a réussi par ses outrances qu'à devenir le maréchal Pétrin. Mais votre tête de Turc, c'est Jean-Luc Mélenchon. Si les partis extrêmes ne représentent plus que 30% aujourd'hui, c'est grâce à l'effondrement du leader minimo de la France soumise à Cuba. Le corps sacré auto-claironné lors d'une perquisition par l'homme au micro entre les dents l'a disqualifié jusque chez ses proches. Après la défaite, les jeunes loups du parti estiment que leur tour est venu. Du remue-ménage en perspective quand on sait que plusieurs d'entre eux sont le genre de personnes qui entrent derrière vous dans une porte à tambour et qui en ressortent les premiers. Il n'y en a plus. Non, pourquoi, à votre avis, l'art oratoire se perd en politique? Mais écoutez, quand vous regardez des vieux films, vous avez, par exemple, au début du XXe siècle, vous n'avez pas encore de micro. Vous avez des conditions complètement différentes. Vous avez, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est presque ridicule. Vous les voyez faire des trémolos et tout. Et en même temps, il y a une émotion bien plus considérable. Vous imaginez Danton, vous imaginez Mirabeau dans une salle identique à celle aux nôtres, sans micro, obligé d'en faire trop, si vous voulez. Ah, mais en même temps, en en faisant trop. Ah oui, mais ça, c'est peut-être, on peut dire un journaliste, un écrivain, il écrit aussi. C'est pas différent des orateurs.